This meeting is being recorded. D'accord. Voilà, j'accompagne des agricultrices pour leur faciliter le passage à des habitudes agricoles plus respectueuses de l'environnement. Donc, je suis sur différents sujets comme ça. Voilà. Ok. Alors, on va… Voilà. Ah bah, là, Samuel. Samuel arrive. Alors, le temps que Benoît de l'Auberge des Moissons se connecte, et puis mettre peut-être son écran, ça serait bien. Et puis, j'avais l'impression qu'on allait être peu nombreux, mais ça se vérifie. Voilà, on est que 5. Peut-être qu'il y en aura plus. On va se laisser encore 2-3 minutes, le temps que tout le monde arrive. Bonsoir Samuel. Bonsoir à tous, désolé du retard. Salut Samuel. Salut On Samuel. n'a pas vraiment commencé. Très bien, salut Catherine, salut Marc, bonjour aux autres. Alors, je vais proposer à Benoît d'activer le son et son image, Oui. voilà. C'est Benoît, bon. est-ce que… Ouais, c'est parfait. Parfait, bonjour à tous. Bonjour. 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 Alors, Benoît, est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, s'il te plaît? Donc, moi, je suis de l'APM Champagne, à côté de Châlons-en-Champagne, comme cela l'indique, et je suis hôtelier-restaurateur et un petit peu aussi plus réactif par le biais d'une activité en boulangerie, pâtisserie et agriculteur également. Eh bien, bienvenue Benoît, c'est la première fois que tu viens dans la communauté, donc… C'est la première fois que oui. j'arrive à me rendre disponible, oui, tout à fait. D'accord, superbe. Bah, écoute, bienvenue. Étienne, bonsoir, tu viens juste d'arriver. Oui, bonsoir. Est-ce que, en 2 mots, est-ce que tu peux te présenter pour Catherine et Samuel, et puis pour Michel? Je ne sais pas si personne ne te connaît non plus ici, je crois. Non, c'est la première fois également. Je suis à Madrid. Je m'occupe de la filiale d'un groupe allemand qui s'appelle Doller. Et nous, on fait des ingrédients naturels pour l'industrie agroalimentaire. Donc, on fait des ingrédients à partir de matières premières végétales. D'accord. Ok. Ben, très bien. Bienvenue aussi dans la communauté. Alors, je vous propose on va peut-être attendre encore 1 ou 2 minutes, mais pas beaucoup plus. Et puis, alors Michel, représente-toi pour les 2 nouveaux qui viennent d'arriver, pour Samuel. Ça vaut le coup? Oui, donc je suis animateur d'un club APM à Paris, étant coach de profession. Et je m'intéresse pas mal à ces sujets d'environnement, d'alimentation, principalement en mettant en lien des personnes. Bon, un seul exemple, et le dernier en date, c'est que je suis à l'initiative de la construction d'un plan d'autonomie alimentaire sur la communauté de communes dans laquelle j'habite. Voilà, et en 2 mots pour ce qui me concerne, donc moi j'ai lancé la communauté demain pour l'APM il y a de ça un peu plus d'1 an. Et donc à notre actif, on a là aujourd'hui c'est le 13e webinaire, donc on en a un par mois, dans lequel on fait intervenir des acteurs très variés et très différents qui sont dans les domaines de l'agroalimentaire, de l'alimentation et de l'agriculture. Et on aborde beaucoup de sujets, donc ça va de la résilience alimentaire, en passant par le devenir des agriculteurs, en passant par la question des forêts gourmandes. On a aussi, en plus des webinaires, justement fait 2 voyages. Le premier à Agen, auprès de l'Agropole, qui est un centre d'accueil de start-up dans le domaine de l'agroalimentaire, le premier en France. Et puis, le 2e voyage a eu lieu en Bourgogne, et le thème était les forêts comestibles. Donc, l'agroforesterie, la forêt permacole, enfin, voilà. Et donc, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Catherine. Alors, on va commencer par Catherine, qui est à l'origine d'Agridé. D'Agri-Échange, pardon, d'Agri-Échange. Et puis, ensuite, on passera la parole à Samuel, puisque Catherine doit nous quitter assez rapidement. Donc, comme on est peu nombreux, on a de la chance. Alors, le séminaire est enregistré, enfin le webinaire, donc d'autres personnes pourront le regarder après coup.
Donc, Catherine, à toi la parole. Ok, merci. Bon, ben, je me présente, Catherine Rabier. Donc, je suis cofondatrice et directrice générale d'Agri-Échange, que j'ai créé avec mon frère agriculteur, Jean-Michel Rabier, qui est agriculteur en Haute-Marne depuis 1986. Donc, voilà. Et qui est passé en bio il y a plus de 5 ans, 100% bio. Et donc, moi, je suis consultante en projet innovant de coopération européenne. Et un jour, mon frère m'a parlé d'une idée qu'il avait depuis très longtemps de créer une banque d'entraide entre agriculteurs parce qu'il faisait le constat que les coûts de revient des agriculteurs sont trop élevés pour faire face à la concurrence mondiale. On ne sait pas nous qui fixons les prix. Les prix sont mondialisés et on le voit bien avec ce qui se passe en Ukraine. Et donc, nos charges sociales en France sont élevées, nos coûts de revient sont élevés. Et il voyait un levier qui était encore possible d'actionner, c'est les charges de mécanisation. Et c'est comme ça qu'il avait eu cette idée de créer une banque d'entraide entre agriculteurs, d'échange de travaux, matériel, sans sortie de trésorerie. Et quand il m'a parlé de son projet, je me suis dit, ouais, c'est super ce projet, je vais t'accompagner, on va le monter. Et c'est comme ça qu'on s'est associés et qu'on a créé Agri-Échange en 2017. Et avant la création de la société, donc on a commencé à faire des démarches, à voir la CCI, etc. Et dans le cadre de mon travail, j'animais un atelier sur l'innovation sociale, sur les finances alternatives, et intervenait France Barter, donc Corp aujourd'hui. Et je me suis dit, ça c'est incroyable, France Barter qui fait du troc B2B, c'était exactement notre idée, mais pour les agriculteurs, quoi. Et c'est comme ça que je suis allée les voir. Et comme nous, on n'avait pas de compétences tech en interne, je leur ai demandé s'ils pouvaient nous aider pour notre application web. Et c'est comme ça qu'on a démarré le travail ensemble. Et donc, Agri-Échange, c'est quoi? Donc, c'est une plateforme d'échange de travaux, matériel, main-d'œuvre, matières premières, sans sortie de trésorerie. Donc, je vous donne un exemple. Je vais labourer chez vous, vous n'avez pas de charrue. Imaginons, ça vaut 1 000 €. Vous ne me payez pas les 1 000 €, mais vous avez un compte interne qui est à moins 1 000, le mien qui est à plus 1 000. Quelqu'un qui arrive. Avec mon crédit de plus 1 000, j'ai besoin d'élagage. Et vous n'avez pas d'élagueuse. Du coup, c'est un autre agriculteur du réseau qui viendra me le faire. Et ce qui permet d'accéder à une très grande diversité de matériel, d'éviter d'acheter du matériel et à l'inverse, de mieux amortir le sien, de pouvoir tester des nouvelles cultures sans risque, d'être dépanné en cas de panne, d'avoir accès à de la main-d'œuvre experte qu'on n'a pas besoin de former, et d'accéder aussi à des matières premières comme des semences paysannes ou trouver des débouchés à nos matières premières. Donc, on a démarré autour de l'exploitation agricole de mon frère, donc entre Dijon et Langres. Donc, le premier réseau d'échange s'est développé autour de lui et s'étend de plus en plus donc en Haute-Marne, Côte-d'Or, Haute-Saône, Vosges, Jura. Et à l'initiative d'agriculteurs intéressés, on a d'autres réseaux qui émergent en France, donc en Saône-et-Loire, Allier, Nièvre, Loiret, Indre, Cher. Voilà. Et donc, là, on a finalisé une petite levée de fonds. D'ailleurs, on a des investisseurs de la Marne, le club de Business Angels Marne-Ardenne, Bourgogne-Franche-Comté aussi qui ont investi, et 12 agriculteurs, ce qui va nous permettre de faire évoluer notre appli pour que ça devienne un outil d'aide à la décision et puis de développer, de recruter des forces commerciales pour atteindre 1 000 agriculteurs abonnés d'ici 2 ans. Donc voilà en gros Agri-Échange. Alors, merci Catherine, c'était très synthétique. Je pense qu'il y aura pas mal de points d'éclaircissement. Comme tu vas partir tôt, ce que je propose, c'est que très rapidement, Hélène et Alain se présentent pour les autres. Et puis ensuite, on va passer aux questions pour ce qui te concerne, en sachant que Samuel présentera plus en détail après Corp, donc qui est la plateforme, l'outil que vous utilisez. Hein.
Donc, C'est Hélène, ça, on a fait une convention marque blanche, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, où ils ont adapté leur plateforme à notre contexte, en fait. oui, Hélène, en 2 mots. En 2 mots, moi, je suis hyper intéressée par en savoir plus et désolée d'arriver avec 12 minutes de retard parce que je voudrais vraiment savoir plus. Moi, j'ai 2 casquettes. Je suis membre fondatrice du Planet Score, qui est un dispositif d'affichage pour évaluer l'impact environnemental des produits alimentaires. Et puis, j'ai créé Very Good Future, qui est un accélérateur d'impact. Et dans ce cadre-là, j'investis dans des startups dans l'agriculture pour la transition agro, et notamment dans des boîtes comme Eloa, etc., qui sont des grappes de ferme ou ce genre de choses. Donc, ça m'intéresse. Mais ce n'est pas forcément… à la limite, on pourra se reprendre un petit… se planifier un échange, parce que j'aimerais vraiment en savoir plus et il y a peut-être des trucs à faire ensemble. D'accord. Alain, Ok. 2 mots. Oui, bonsoir à vous. J'espère que vous m'entendez, c'est bon? Oui. Ouais. Oui. C'est bon. Ok, désolé du retard, je suis encore en réunion là. Je me suis un peu écarté de ma réunion. Donc effectivement, le sujet m'intéresse. Moi, je suis Alain Camus, je dirige une coopérative de producteurs dans le sud-est, en Provence. Et donc effectivement, le sujet des échanges, etc., ce modèle m'intéresse. Donc j'ai cru comprendre que la présentation était déjà terminée, c'est ça? C'est Non. ça. Non, en fait, elle aura 2 temps la présentation. Donc, il y a Catherine qui a présenté rapidement AgriÉchange. Ouais, Et derrière, on va avoir Samuel qui va rentrer un peu plus dans le détail de c'est quoi cette plateforme et à quoi elle sert. Et d'accord. notamment à quoi elle sert à la fois dans le domaine de l'agriculture, à travers AgriÉchange, mais aussi de Ouais. façon un peu plus large. Donc ça, on va le D'accord. voir. Alors, comme Catherine doit partir dans un quart d'heure, peut-être vous avez d'ores et déjà, pour ceux qui ont assisté à la présentation, des questions ou des interrogations ou des demandes de précision par rapport à ce que nous a dit Catherine. Étienne, Benoît, Hélène, est-ce que c'est clair? Oui, moi j'avais envie de réagir en disant ça me fait penser au CUMA, mais augmenté, élargi et peut-être sur des domaines plus larges, quoi. Donc, est-ce que j'ai bien saisi le… Alors, on a un gros point commun avec les CUMA, c'est que c'est de la mutualisation de matériel. Par contre, on est totalement complémentaires au CUMA. Une CUMA, vous achetez, c'est une coopérative, où vous mettez des parts à plusieurs sur un matériel. Là, chaque agriculteur est propriétaire de son matériel. Et donc, fait le choix, c'est vraiment basé sur la liberté, hein. Donc, il fait le choix soit de le louer, soit de faire la prestation. La plupart du temps, c'est lui qui fait la prestation parce qu'ils ont du matériel tellement sophistiqué que même s'il le louait, l'agriculteur qui va le prendre ne saura pas l'utiliser. Donc, il amortit son matériel. Si on le sollicite pour aller travailler, s'il n'a pas le temps, il dit non. Enfin, voilà. Et à l'inverse, il évite d'acheter du matériel. Par exemple, mon frère n'a aucun matériel de fenaison. Donc, il fait tout faire. Et à l'inverse, il a investi dans un trieur mobile. Il a fait exprès de le prendre mobile parce qu'il s'est dit, s'il tourne plus, il ne va pas plus s'user et autant qu'il serve au maximum. Et il crédite son compte avec ça, entre autres. Mais voilà, c'est des exemples ensuite de choix d'investissement. Alors, peut-être une autre chose que je vais indiquer avant que Samuel présente, c'est que du coup, AgriÉchange, la particularité, c'est qu'on rentre dans le cadre de l'entraide agricole, donc qui existe uniquement en agriculture et qui est légale en agriculture. Donc, on peut échanger des moyens de production sans que ça rentre en comptabilité, ni en charge, ni en produit. Et ça date de l'après-guerre et c'est resté. Et donc, les échanges que font les agriculteurs dans AgriÉchange ne rentrent pas en comptabilité. Mais sur la plateforme, on génère des relevés d'entraide qui permettent d'avoir une trace, par exemple pour les agriculteurs bio qui vont prendre de la semence, pourront justifier de l'origine de la semence, etc. Tout est tracé. Et donc, par contre, on est délimité dans ce qu'on peut échanger. Donc, par exemple, si on échange de la paille, c'est pour la litière des vaches, c'est pas pour la revendre. C'est vraiment des échanges de moyens de production. Donc, contrairement à France Barter, qui est à ce niveau-là beaucoup plus libre, et Samuel présentera précisément. Ou cadré, parce que nous, on est cadré parce que dans les échanges qu'on organise, il y a la nécessité pour les entreprises de facturer et de se facturer pour régler de la TVA.
vous, c'est vrai que dans le domaine agricole, vous avez une latitude Ouais, historique c'est de ça. pouvoir finalement proposer son tracteur à l'exploitation agricole Mm. voisine et faire simplement une déclaration de j'ai prêté mon tracteur pour tant pour tant Mhm. de temps, pour tel montant, parce qu'il y a quand même toujours un équivalent monétaire, hein. Tout à fait, c'est basé sur des barèmes d'entraide qui sont publiés. C'est sur le coût de revient. On ne fait pas de bénéfice en fait. On échange il y a une vraie valeur qui est basée sur le coût de revient et comme c'est compliqué à calculer, il y a des barèmes d'entraide qui sont publiés par les chambres d'agriculture. Donc la plupart du temps, les agriculteurs se réfèrent aux barèmes d'entraide. Et donc, y compris pour votre temps à vous, c'est dans le. Ah il y a un non, barème. les agriculteurs payent un abonnement à AgriÉchange pour accéder aux services. Donc Ouais. ça, c'est autre chose complètement. Ça, ils payent en vrai euro, là, pour le coup. Non, mais quand tu disais tout à l'heure, tu sais, si tu loues ta machine, tu es Ah le oui. seul à savoir la faire marcher, donc tu vas de fait. Ah oui, ils prennent tout le temps, bien sûr, oui. Donc, S'il loue c'est son pris. matériel seul, ce ne sera pas le même prix que s'il fait lui C'est le ça, travail avec son d'accord. matériel, tout à fait. Et d'ailleurs, on encourage vraiment les agriculteurs à valoriser tout parce qu'ils ont tendance à ne pas valoriser leur temps. C'est juste incroyable, quoi. Quand on voit des consultants qui se vendent à je ne sais pas combien la journée, là, l'agriculteur, c'est gratuit, quoi. Catherine, on est d'accord, c'est un échange de services et non un échange de produits. Tu as parlé tout à l'heure ou à l'instant de semences bio. Oui. On n'échange pas des produits, on échange. Parce qu'en fait, dans l'entraide, les semences non protégées par un certificat d'obtention végétale sont éligibles. D'accord. Voilà. Ah, très bien. Donc, il y a des choses comme ça, ouais. Par exemple, ils vont échanger aussi des déchets, des issues de céréales qui peuvent alimenter les méthaniseurs ou des choses comme ça. Des choses qu'ils ne valorisaient pas par ailleurs. Ok. Ouais. Donc, produits et services. Voilà, main-d'œuvre aussi. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans votre volume transactionnel, les produits type semences, tout, c'est quelle partie du volume d'échange? C'est un tiers? En majorité, c'est le matériel, ce qui tourne autour du matériel. Ensuite, c'est la main-d'œuvre. Et là, les semences, ça prend de l'ampleur. Ouais. Ok. C'est, on va dire, peut-être pas tout à fait un tiers, 25%, quoi, je dirais. Il faudra qu'on refasse le point à la fin de l'année. Ouais. Donc 50% le matériel industriel, enfin le matériel agricole, pardon. Ce qui tourne, ouais. 25% la main-d'œuvre et 25%. Ouais, voilà, en gros. Et moi, j'aurais une question par rapport au matériel. Est-ce que de fait, vous n'en avez pas tous besoin au même moment, de sorte que… Ouais, c'est ce qu'on pense tout le temps, mais ça va, quoi. Il faut beaucoup de monde localement. Ça, c'est une certitude. Parce que si on a… et en fait, parfois, il peut y avoir un orage dans un village et puis pas dans l'autre. Il y en a un qui a fini ses moissons et voilà. Et finalement, on trouve toujours des solutions. L'été dernier, là, qui était affreux quand il a plu tout le temps, on a un agriculteur qui est tombé en panne de moissonneuse alors qu'il avait 2 jours pour moissonner. Après, il repleuvait. Fenêtre de tir très courte. Là, ça paraissait… on s'est dit jamais il trouvera une moissonneuse. Tout le monde est en moisson pendant ces 2 jours de unique. Et il y a eu 3 moissonneuses qui sont venues finir à tout en champ. C'est extraordinaire. Génial. Une récolte sauvée, quoi. L'impact, il est énorme. C'est incroyable. En termes de hausse de revenus, c'est énorme. Et ça, c'est sans compter les gains de production quand on accède au beau matériel au bon moment. Avec le changement climatique, on a des agriculteurs qui ont beaucoup de matériel, mais mince, ce jour-là, avec cette météo, avec cette terre, j'ai pas le bon matériel. Et quand on accède au beau matériel, du coup, on peut mettre une autre culture qu'on n'avait pas prévue, et finalement, on peut avoir des gains de production énormes, en fait. Incroyable. C'est génial. J'adore. Merci. Bravo. Merci. Catherine, tu peux dire un mot sur votre business model parce que on avait commencé à en parler. Donc, France Barter nous avait bien aidé au démarrage sur notre business model puisqu'on vous a copié avec un abonnement annuel et une commission sur le volume des échanges. Donc, on était parti là-dessus. Donc, abonnement à 150 € par an
donc c'était modeste, hein, et commission de 7% pour l'acheteur et le vendeur, donc ça faisait 14% en tout pour nous, sur le volume des échanges. Puis, petit à petit, on a mis en place un abonnement illimité à 990 € pour ceux qui faisaient vraiment beaucoup d'échanges pour dire, en fait, ils ne nous demandent pas plus de travail et ils vont payer énormément de commissions, donc ils stagnent à 990 €. Et il se trouve que la commission est un vrai frein, mais vraiment un frein de fou. Et même si c'était plus intéressant financièrement, parce que c'est du gain de revenus pour l'agriculteur, c'était un blocage. Et donc, on a tout changé notre modèle économique et maintenant, on n'a qu'un abonnement annuel. Plus de com. Et les agriculteurs payent plus cher, mais trouvent que c'est bien mieux, que c'est plus logique. Et pour nous, ça simplifie énormément. Oui, c'est sûr. Ouais. Et puis voilà, c'est échange illimité. Et pour les investisseurs, c'est plus rassurant parce qu'ils ont un chiffre d'affaires qui s'accélère. Mais ils avaient dit oui quand on était encore à la com, hein, mais oui, ils étaient contents du changement aussi. Ouais. Et donc, ce business model est différent de la plateforme Corp hors agri, quoi. C'est ça? Du coup, le démarrage. C'est ça même ça, j'en parlerai. Ouais. Oui, voilà. On a fait évoluer aussi quelque part un peu notre business model. D'accord. Alors, voilà un retardataire encore. Catherine, est-ce que les échanges, puisque c'est quand même un terme qui est assez intéressant, est-ce que ça va jusqu'à des échanges de pratiques Tout à fait. Oui. Parce qu'on sent quand même qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui se posent des questions sur les transitions, les modalités, etc. Et comment vous organisez ces échanges de bonnes pratiques, entre guillemets? Oui. Alors, déjà, on fait des rencontres réseau régulières. Et puis, on a un groupe WhatsApp en parallèle de la plateforme. Bon, ça, c'est bien et c'est pas bien parce que du coup, ils vont plus sur le groupe WhatsApp que sur la plateforme. Et par ce groupe WhatsApp, il y a des échanges qui se passent. Mais avec notre appli améliorée, là, l'échange de pratiques sera… dans tous les cas, c'est déjà un échange monétisable dans AgriÉchange, quoi. C'est qu'un agriculteur qui a une expertise, je sais pas, sur un méthaniseur ou sur une culture, peut très bien vendre sa compétence dans ce domaine d'expertise dans AgriÉchange. Mais du coup, puisque c'est… mais du coup, oui, c'est ça. Il n'y a pas de commission dessus, mais le service est valorisé. Voilà, c'est ça. C'est que celui qui a une compétence, je ne sais pas, sur la culture du chanvre, et voilà, il va aller une demi-journée sur le terrain avec un autre agriculteur pour lui expliquer, ou bien il fera venir l'agriculteur. Il peut se dire, je crédite mon compte d'une demi-journée d'échange de pratiques. Et là, il y a un barème fixe, quel que soit le sujet, quoi. Non, c'est eux qui se mettent d'accord, mais là, ce sera le… Oui, c'est tout le temps comme ça. C'est une vraie transaction. Ouais. Et ça, c'est beaucoup pratiqué, du coup, ces échanges Aujourd'hui, ça se pratique pas beaucoup en valorisé monétairement, mais plutôt de façon informelle, ouais. Dans le monde agricole, on connaît beaucoup AgriAffaires. Est-ce qu'il y a une idée ou un projet de rapprochement avec AgriAffaires pour s'allier à cette plateforme et avoir un peu plus de visibilité, ou pas du tout, ou c'est pas… Alors, je crois que j'ai bientôt plus de batterie. Je vais juste chercher mon chargeur. Une petite seconde, je suis désolée. Quel suspense. Pour meubler, ce que je peux vous dire, c'est vrai que le secteur de l'agriculture se digitalise assez vite. Ça, je l'expliquerai, mais Catherine, elle est venue nous voir en disant, voilà, maintenant, nous, on est en prise avec des dirigeants d'exploitation agricole qui ont entre 30 et 40 et qui cherchent des ressources sur le web, sont complètement comme on appelle, digito-natifs. Et donc, c'est vrai que AgriAffaires, ça a pris de l'essor.
Et AgriÉchange, je te laisse Ouais. dire un peu où vous en êtes par rapport à ça. AgriAffaires, c'est clair que tout au début, on s'est dit, ils vont nous croquer à toute vitesse. Tous les agriculteurs vont sur AgriAffaires, mais c'est trop différent. Je ne suis pas sûre que… pour l'instant, on n'a pas de partenariat envisagé. D'accord. Oui, mais voilà, après, ils sont passés nous voir au CIMA pour… Et puis, il n'y a pas la notion d'échange dans leur modèle. C'est Non. vraiment, je mets mes produits ou mes équipements petites annonces. en location ou en vente. C'est un peu le bon coin, quoi. Voilà, c'est ça. Là où ce qui est intéressant dans AgriÉchange, je pense que c'est le côté un peu réciprocité commerciale, en disant et toute la partie entraide et solidarité que tu nous as expliqué à travers les exemples. Voilà. Ben, bravo. Merci beaucoup. Du coup, je suis désolée, je vais devoir vous laisser, mais Marc, tu donneras, je pense, mes coordonnées, non? Ou… Et Oui, bien sûr. éventuellement, s'il y a encore la place pour une question. Oui, Il y a vas-y, encore vas-y, Alain. Ouais. C'est juste savoir quand le compte est créditeur, etc., et qu'il n'a pas beaucoup de besoins, qu'est-ce qui se passe à la fin? Le crédit est transformé et monétisé ou pas? Non, celui qui quitte la plateforme avec un crédit, D'accord. c'est perdu. Ok. Et autre sujet, puisque on est tout à l'heure, le terme, vous l'avez employé, là, c'est de l'entraide. J'ai un agriculteur, il veut passer, pour pas être polémique, je vais dire son cuivre et son soufre. Hein, il a un certificat, il va le passer chez le voisin. Il est dans le cadre de l'entraide, il n'y a pas de souci. Oui. Il n'est pas obligé d'avoir un truc certifié, agrément En fait, il faut applicateur. il n'a pas besoin du certificat qui est exigé aux professionnels. C'est ça que je voulais savoir, ouais. Ouais, D'accord. c'est parce que c'est comme s'il faisait chez lui. D'accord. Et ça, dans les textes, c'est marqué ça? Parce que les textes sont anciens de l'entraide, et donc Oui. celui-là. Oui, Ouais. ça, on a accompagné par un juriste qui est vraiment expert. D'accord. Oui, mais ça, voilà, après, c'est… Parce que là, j'ai pris en cours de route, mais j'ai cru comprendre que vous étiez en Haute-Marne. Oui. Les gens dans le Champagne, ils doivent être très concernés, ça. Les gars qui ont qu'un hectare de vigne, 2 hectares, enfin, c'est déjà pas mal, hein, vous allez me dire, et qui a un autre métier à côté, c'est son voisin qui lui passe le soufre. Hein. Donc là-bas, ça doit être un endroit où ça doit pouvoir se développer, non? Ces histoires d'entraide. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est le but, surtout qu'on a des investisseurs de la Marne. Je pense que là-bas, il y a matière, quoi. Hein, oui, voilà. oui. Donc voilà, on est obligé de se développer localement et ça va… Le texte qui sécurise ça, pourriez-nous le mettre en ligne ou pas? Oui, c'est l'article L325.1 du Code rural. Waouh! Je ne le connais pas par cœur, je viens d'ouvrir mon document. Ah, ça va. D'accord. Ok. Bon, ben super. Voilà. L325.1 Code rural. Ok, merci. Eh ben… Catherine, merci beaucoup pour ton rapide résumé de ce que vous avez mis en place. Et puis, on va passer la parole à Samuel. Très bien. En tout cas, merci. Merci à toi. Bien et bonne intervention, Samuel. Merci Catherine. Merci Catherine. Allez, au revoir. Au revoir. Bon, j'enchaîne. Rebonsoir à tous. Donc moi je suis Samuel Cohen et j'ai monté avec 2 associés qui sont basés à Lyon. Moi je suis basé à Paris et pour le coup assez urbain, habitué aux grandes métropoles parce que j'ai un passé en début de carrière professionnelle à New York et à Paris. Donc j'ai pas trop les pieds dans les champs, pour autant vous dire, mais c'est pour ça que la rencontre avec Catherine était d'autant plus belle. Nous on s'est plutôt basé sur un rapport ministériel qui a été publié en 2013 et de Bercy et qui encourage les plateformes d'échange de biens et de services entre entreprises, plateformes généralistes,
sur un modèle qui s'appelle dans les pays anglo-saxons le barter. Barter, ça veut dire troc en anglais ou bartering. Et c'est un modèle qui est très développé dans les pays anglo-saxons, donc principalement États-Unis, beaucoup en Australie, un peu au UK. Et en Europe, on a deux champions qui sont l'Italie avec le Sardex, la Sardaigne, qui est né en Sardaigne et après qui s'est un peu développé dans les différentes provinces italiennes, et en Suisse, qui s'appelle le WIR. Ça, je vous encourage vraiment à regarder ce modèle, qui est un des modèles le plus abouti de barter. WIR, ça veut dire nous en suisse allemand. Et en fait, ils sont carrément devenus une banque d'échange inter-entreprises pour les TPE, PME, mais ils ont maintenant aujourd'hui des grosses PME, ETI et industrielles. À quoi ça sert et pourquoi le barter? C'est vraiment aussi dans une logique un peu d'économie collaborative. Michel avait relevé en écoutant AgriÉchange juste précédemment que ça ressemblait beaucoup au CUMA, qui étaient des regroupements et des coopératives pour pour mutualiser les ressources. Et le bartering, c'est un peu pareil, c'est l'idée de chaque entreprise vient avec ses offres, ses actifs inutilisés, ses stocks, ses rebuts de production, son temps disponible, et elle identifie aussi ce qu'elle cherche en contrepartie. Donc nous, on store, on accueille les entreprises et sur la place de marché, la clé d'entrée est de bien préciser ses offres et ses besoins. Et ensuite, on opère une mise en relation entre ces entreprises avec des échanges commerciaux qui vont naître comme dans le commerce classique. Ce qui diffère, c'est le mode de règlement. Au lieu que l'entreprise soit payée de sa facture en monnaie sonnante et trébuchante sur un compte banque, chaque entreprise a un compte corp et elle va émettre une facture quand elle a trouvé un acheteur. Imaginons une entreprise qui vend des sièges de bureau. Elle vend pour 3 000 € de chaises de bureau à une agence web qui s'agrandit et qui a besoin de chaises de bureau. Donc elle lui vend 20 chaises de bureau et il y en a pour 3 000 €. Elle lui fait une facture de 3 000 €. Il y a bien de la TVA qui est enregistrée. Là, du coup, le rapport ministériel était assez clair sur le fait qu'il ne fallait pas faire une grande communauté d'échanges qui s'affranchissait de la règle numéro 1, c'était les factures et l'enregistrement comptable et fiscal des opérations. Sinon, c'était juste un gros modèle de commerce illicite, enfin, pas illicite, mais non déclaré. Et donc, je reviens sur mon exemple, le fournisseur de sièges de bureau qui a un stock un peu dormant, il met en ligne ses chaises de bureau sur Corp. Assez rapidement, grâce à nos algorithmes, il reçoit des demandes des entreprises qui cherchent des chaises de bureau. Ils prennent contact, un devis qui est transmis comme dans le commerce classique. Et la facture est envoyée pour 3 000 € pour 20 chaises de bureau pour une agence web. Sur cette facture, le vendeur marque cette facture est payée par compensation. Donc, c'est ça le terme juridique et comptable. Une entreprise, au lieu de recevoir un paiement en numéraire sur son compte banque, c'est une facture de compensation. Cette facture, néanmoins, elle est enregistrée comptablement. Elle va rentrer dans le chiffre d'affaires du distributeur de sièges de bureau. Et la TVA, elle va être réglée à l'État. Donc lui, il a trouvé des nouveaux clients. Il a fait 4 ventes à 3 000 € et il a enregistré 12 000 corps sur son compte. Il paye sa TVA et par ailleurs, dès qu'il a un besoin, il va pouvoir, donc s'il a besoin de conseils juridiques, il va pouvoir aller solliciter 1, 2, 3, 4, en fonction du temps qu'il a, cabinet d'avocats membres du réseau sur le domaine de compétences qui l'intéresse. Et il va pouvoir acheter des prestations et payer la facture d'honoraires à l'avocat avec ses corps. Donc pareil, il va recevoir une facture d'honoraires sur laquelle il y aura marqué pour 4 000 € d'honoraires payés par compensation. Et les factures de vente et les factures d'achat vont se compenser comptablement. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Et est-ce que du coup, l'intérêt par rapport à payer en cash, donc pour l'acheteur, il paye
pas, enfin, ça lui fait de la trésor puisqu'il décaisse, il décaisse pas, hein, c'est ça? Tout à fait. Pour l'acheteur, l'intérêt, c'est surtout, enfin, l'intérêt, il est beaucoup pour l'acheteur de pouvoir acheter des prestations sans avoir à mobiliser de trésorerie. Ce qui amène les entreprises, et plutôt les chefs d'entreprise, à sortir d'une forme d'immobilisme lié à « Ah, j'aurais bien besoin d'un avocat pour relire mes contrats. Mais comme je n'ai pas d'avocat sous la main et je sais que si j'en sollicite un, la relation commerciale va rapidement aboutir à un devis à 6 000, 10 000, 20 000 euros. Et là, j'ai peut-être pas forcément envie de débourser cette somme. » Et ben, soit par esprit un peu opportuniste, soit par vraiment pragmatisme de dire tiens, bah, ça m'intéresse de le financer, si je peux le financer par le biais de l'échange. Et c'est ça qui est assez puissant dans notre proposition de valeur, c'est d'apporter aux entreprises membres du réseau Corp à la fois un réseau commercial où à partir du moment où ils vont se créer un compte et mettre en ligne leurs offres, ils vont avoir tout un pool d'entreprises qui ont des corps à utiliser et donc qui sont des acheteurs intéressants. Donc, nous, d'une part, on leur ouvre un canal de vente additionnel, un peu alternatif pour leurs produits ou leurs services, et ils vont vendre à des entreprises auxquelles ils n'auraient pas eu accès si ces entreprises devaient leur payer leurs services ou leurs produits en numéraire. Et donc, on ouvre un nouveau canal de vente d'un côté, et de l'autre côté, on permet un nouvel outil de financement, pareil, financement assez alternatif, financement de besoins en fonds de roulement, ce que ne financent pas les institutions bancaires ou les acteurs classiques du financement. C'est le BFR. Et donc là, on permet aux entreprises d'acheter des produits sans débourser de trésor. Et plutôt dans une logique un peu de réciprocité commerciale, comme on l'a vu avec AgriEchange. C'est aussi la même, c'est le troisième effet en fait intéressant, c'est le côté un peu communautaire, réseau de confiance. Et tiens, bah, je suis plus motivé à acheter sur le réseau parce que c'est un réseau sur lequel j'ai trouvé 3-4 clients sympathiques à un moment où j'étais sur une activité avec une période creuse, etc. Donc les entreprises sont assez enclins à être dans cette logique d'échange, de réciprocité, je donne, je reçois. Donc ça, c'est un peu le bonus aussi. Et c'est là où nous, on est un peu, je dirais, tiers de confiance, mais surtout, on mène un gros travail d'animation de ce réseau, puisqu'on est pas mal aussi derrière les transactions, enfin, notamment sur la première partie où les entreprises rejoignent le réseau. On les accompagne pour bien mettre en ligne leurs offres, bien identifier certains actifs inutilisés qu'ils pourraient avoir, et surtout faire un espèce d'audit flash de leurs différentes dépenses en cours. Forcément, il y a certaines dépenses qui vont être très attachées à leurs fournisseurs. Donc, nous, on ne va pas challenger ce fournisseur. Enfin, on ne va pas remplacer un fournisseur qui est déjà là. Mais sur d'autres postes de dépenses sur lesquels ils ne sont pas très attachés à leurs fournisseurs, on peut leur proposer de remplacer ce fournisseur par un fournisseur qui accepte les corps et du coup d'enlever une dépense, enfin de remplacer une dépense courante par une dépense en corp. Donc voilà un système de troc multilatéral. Je vous écoute, Benoît. Samuel, il y a un droit d'entrée par rapport à la plateforme Corp ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Bah, ce que je peux faire, à l'inverse de Catherine, je peux vous dérouler une rapide présentation pour aussi que visuellement, que vous puissiez figer des éléments, parce qu'on parle beaucoup de digital et là, vous n'avez pas trop vu de présentation de un peu voilà, quels sont les termes et l'univers dans lequel on est. Est-ce que vous voyez mon écran là avec un PowerPoint rapide? Ouais. D'accord. C'est une bonne première étape. Donc voilà, donc nous, on s'est baptisé un peu audacieusement la monnaie au service des entreprises. Et donc, nous, notre enjeu depuis 2015, notre année de lancement, on a déjà fait beaucoup de démarches auprès de la CPR et de l'AMF pour savoir si on était une monnaie. Et la réponse est non. Et heureusement, parce que vu les crypto-monnaies aujourd'hui, c'est assez compliqué. Si on devait être un établissement de crédit, parce que quand une entreprise achète en corp, elle, de fait, elle peut être en situation de débiteur vis-à-vis du réseau. Et en fait, ils nous ont assez
radicalement répondu que en fait, on était une chambre de compensation de factures et que nous, on devait juste sécuriser les transactions entre les différentes entreprises membres du réseau. Et donc, de là, en 2015, on a lancé cette première plateforme. À l'époque, on s'appelait France Barter. On s'est renommé l'année dernière Corp pour en faire un outil vraiment de paiement inter-entreprise et accroître la communauté. Accroître la communauté, ça a toujours été quelque chose qui était essentiel pour nous, parce que vous l'imaginez facilement, quand on a 50 entreprises, les échanges sont beaucoup moins faciles à mettre en place, les transactions sont difficiles à mettre en place. Allez, donc en 2015-2016, avec 100 puis respectivement 300 entreprises, on faisait une transaction tous les 2 jours et aujourd'hui, on en fait une vingtaine par jour. Donc, pour vous dire que c'est important d'avoir une masse critique importante avec énormément d'entreprises dans tous les secteurs d'activité. À l'inverse de Catherine et d'AgriÉchange, où c'est assez local et c'est pour des exploitations agricoles qui sont voisines. Nous, on est à Paris et Lyon et on a 2 gros écosystèmes, Île-de-France et Rhône-Alpes. Et on a des avocats, des imprimeurs, des médias. On a beaucoup de distributeurs, voire de producteurs de vin. On a des startups, on a des entreprises qui font du cadeau d'affaires. En ce moment, tout le monde fait ses courses de Noël pour ses employés, ses partenaires, ses clients sur Corp. On a énormément d'entreprises d'événementiel aussi. En ce moment, on est très sollicité par les entreprises qui veulent louer une salle, louer un traiteur, acheter une prestation de team building et pouvoir le financer en Corp. Donc voilà, on se présente comme la première place de marché dédiée aux échanges de produits et de services. On l'a un peu expliqué avec Catherine. Nous, c'est plutôt 2 tiers services, 1 tiers produit. Ça a longtemps été 3 quarts services, 1 quart produit, mais on a fait tout un travail pour mettre en avant plus les marques qui, elles, sont ravies de faire des ventes de produits sur le réseau. Donc vin, champagne, de l'agroalimentaire, des box, etc. Pour aussi après pouvoir financer de l'espace média. On a comme force sur le réseau d'avoir des grands groupes médias qui proposent des invendus, des inventaires d'espace média. Et ça permet aux marques de capitaliser sur un nouveau canal de vente, de vendre des produits qu'elles ont en stock, et avec leur corps de financer tout leur pôle communication. Et en général, pour une marque, un gros pôle de dépenses, ça lui permet de le financer grâce au corps. Donc aujourd'hui, on a 1900 entreprises actives et prêtes à échanger. Une entreprise active, c'est une entreprise qui fait un minima 2 transactions par an, un achat et une vente. Heureusement pour nous, elles en font plus que ça. On fait une vérification avec un partenaire qui s'appelle Credit Safe de leur santé financière, surtout dans le contexte économique actuel. Faut être assez vigilant que les entreprises qui achètent beaucoup en corp ne mettent pas la clé sous la porte. Donc on est en lien assez direct avec eux. La façon dont ça marche, c'est vous êtes une entreprise, vous ajoutez vos offres de produits, vos services, vos actifs inutilisés sur le réseau. Et ensuite, nous, on vous fait converger des demandes concrètes d'entreprises qui sont intéressées par vos produits. Pour ça, on a un algorithme de matching. Si vous êtes si vous êtes imprimeur, vous pouvez dire je propose mes travaux d'impression sur ma période creuse de janvier à fin février. Et nous, c'est à ce moment-là qu'on va faire ce qu'on appelle du push sur votre offre. Et du push ciblé, ça veut dire qu'on va l'envoyer à toutes les entreprises qui ont mis un besoin en impression. Et donc, il y a une notification que vous recevez en disant voilà, il y a telle et telle entreprise qui sont potentiellement intéressées par votre offre, prenez contact. Donc, les entreprises prennent contact et après nous envoient la facture. Et nous, on va créditer les corps sur le compte corp du vendeur et en parallèle débiter les corps sur le compte corp de l'acheteur. Et j'arrive à notre business model que vous me demandiez. Donc, en fait, les entreprises ont un compte corp qui peut être créditeur ou débiteur. Elles ont tout un relevé de compte avec le récapitulatif de leurs différentes opérations. Les avantages, on parle toujours des avantages quand une startup, avant de parler du business model, vous l'avez compris, c'est de développer sa clientèle, d'optimiser sa production. Ça, c'est hyper important à la démarche, que ce soit les hôtels, les imprimeurs, je viens de l'expliquer, ou les boîtes qui ont des problématiques de stock. Ça leur permet vraiment de valoriser leurs invendus, leurs stocks. Et en ça, on est vraiment aussi dans une logique un peu d'économie circulaire parce qu'on opère un système de mutualisation et parce qu'on permet aux entreprises de valoriser
leurs invendus, leurs actifs inutilisés ou actifs dormants. Le côté réseau d'affaires qui plaît, hein, comme peut l'être l'APM, qui n'est pas un réseau business, mais qui est un réseau voilà, où on s'extirpe un peu des réalités business pour apprendre de nouvelles choses. Là, c'est vraiment, on est quand même avec Corp sur un réseau assez business. On organise des événements, des déjeuners où chaque participant, chaque membre présente en 2 minutes ses offres et ses besoins. Et ça crée en général un super engouement parce que les entreprises repartent avec 3-4 clients potentiels et elles disent ah, bah, je vais acheter chez lui. Il m'a convaincu avec sa solution de cours de relaxation tous les matins, 1 heure par visio. Donc, c'est ça qui permet aussi de nouer des liens entre les membres du réseau. En limitant les contraintes budgétaires, on arrive à faire travailler ensemble les entreprises de façon un peu nouvelle. Donc, chaque entreprise a ce compte Corp et peut bénéficier d'une avance Corp. Toutes n'ont pas le droit à une avance Corp. Seules les entreprises qui sont sur des secteurs très demandés, sur lesquels il y a beaucoup de besoins instaurés, elles vont pouvoir aller en débit barter, elles ont une avance barter, parce qu'on sait qu'elles seront enclins, en mesure de faire des ventes pour rééquilibrer leur compte. Voilà, ça je l'ai dit en intro, hein, les corps, ça rentre dans le chiffre d'affaires et ça rentre au bilan de l'entreprise. C'est un compte dit de classe 5 avec les entrées et les sorties. Et donc, j'arrive enfin sur notre business model. Donc, nous, on a créé une offre découverte pour les entreprises qui veulent se familiariser avec le réseau. Elles peuvent se créer un compte gratuitement et elles payent 10% de commission sur les transactions, 10% sur les ventes, 10% sur les achats. Et ensuite, notre offre classique, c'est plutôt 235 € l'année. Et là, la commission passe de 10 à 5%. Et on a une offre premium sur laquelle on n'a qu'une vingtaine de membres, 25 je crois aujourd'hui, qu'on est en train de bien pousser d'ailleurs. Et là, c'est pour ceux qui sont très actifs. Et eux, c'est 1 300 € l'année et 3% de commission. Voilà un peu ça. Et puis quelques chiffres de 2022. Donc 1900 entreprises, 16 000 mises en relation effectuées depuis 2020, donc sur 2 ans, et 5 millions d'échanges cumulés. Donc échanges cumulés, ça c'est assez important et je finirai là-dessus. Nous, ce qu'on mesure dans notre activité, c'est, vous allez comprendre, la vitesse de circulation des corps. Et ça va répondre aussi sans doute à pas mal de vos questions. Pourquoi les corps? Pourquoi avoir fait un système qui finalement peut être un peu fermé? Mais en fait, il n'est pas fermé au sens où, quand on a des acteurs impliqués, ils vont vendre, avoir des corps. Le fait qu'ils ne puissent pas thésauriser leurs corps et qu'ils soient finalement tenus de les réutiliser sur le réseau, ça va créer un dynamisme qui est plus fort que dans la macroéconomie classique, si j'ose dire. Et ça va avoir un élément un peu accélérateur des transactions sur le réseau. Donc aujourd'hui, le fait qu'il y ait 5 millions d'échanges, ça veut dire qu'on a une balance toujours égale à 0, ça veut dire qu'il y a 2,5 millions qui sont créditeurs dans les mains, donc qui sont des comptes créditeurs dans les mains de 800 entreprises, et il y a 2,5 millions qui sont débiteurs entre les mains de 1000 entreprises. Et donc, de fait, quand vous rejoignez le réseau Corp, et nous, on invite surtout les entreprises à rejoindre le réseau Corp quand elles ont une offre dont on sait qu'il y aura beaucoup d'appétence, et c'est plutôt vers cela qu'on mène notre prospection. Ils vont rapidement faire des ventes, puisqu'il y a des entreprises qui ont des corps à utiliser et qui seront ravis de pouvoir les utiliser. Voilà. Donc là, pour la petite information, sur la fin d'année, on cherche des trottinettes électriques, des agences de relations presse, des lieux événementiels, de l'hôtellerie. On est toujours en recherche d'hôtellerie. Si vous avez des amis gérants d'hôtels qui ont des problématiques de taux de remplissage, c'est intéressant pour eux d'ouvrir leur établissement pour des privatisations, des séminaires et autres. Voilà un petit peu le tour de Corp. Désolé, je parle vite. Et en plus, là, j'ai une petite grippe qui fait que je ne sais pas si c'était très audible. En tout cas, je suis tout oui pour répondre à vos questions. Vas-y, pardon. Non, vas-y Hélène, vas-y.
Moi, j'avais une question par rapport au personnel. Et est-ce que tu as le droit de dire, bah, par exemple, j'ai tel salarié chez moi, il n'est pas tellement utilisé, donc il aurait du temps pour. Et donc, je le mets, je peux proposer ses services, par exemple. Ouais, c'est une bonne question. C'est pas hyper clair le cadre juridique parce que le prêt personnel, ça a été C'est ça. plusieurs fois débattu à chaque Ouais. changement de nouveau Premier ministre, mais c'est pas encore statué. En revanche, si c'est des prestations qui dépassent pas les 5 000 €, en fait, une entreprise, elle peut très bien vendre Ouais. elle est quand même tenue de le déclarer, une compétence qui est pas dans son objet principal de son activité. Toute entreprise a un objet principal. Tu es avocat, tu vends des conseils juridiques et cetera. Mais parce que je reste sur mon exemple de l'avocat. Un avocat qui est très geek et qui a la passion du web et qui fait des sites web, il peut tout à fait les proposer du web, à un client du réseau et D'accord. facturer avec son cabinet d'avocat une prestation web. Et pour ça, il fait une facture qui n'est pas une facture classique, qui est une facture sur laquelle il marque actifs inexploités ou compétences extraordinaires, etc. Ça, c'est limité à 5 000 €, mais il y a bien de la TVA dessus. Ouais, c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que quand tu as une baisse d'activité, ça peut être un. J'ai vu ça, par exemple, à l'APM. Non, je sais plus si c'était à l'APM, c'était un gars de Decathlon. Et pendant le Covid, en fait, les magasins étaient fermés. Donc, en fait, tous ces gars, ils étaient. Et en fait, ils ont proposé aux entreprises autour de dire, bah, si vous voulez, ils peuvent venir vous filer des coups de main. Alors, je ne sais plus quel était l'accord financier derrière, mais c'était vachement intéressant et tout le monde était hyper content parce que tout le monde y trouvait son compte et ça a noué des liens très forts après. Et je me dis que ça peut être super, super chouette. Ouais, carrément. Bah, nous, l'effet Covid a été un gros accélérateur de notre activité. On Mmh. existe depuis 2015. Quand le Covid est tombé en 2020, bah, nous, on a eu une importante masse critique, un flux qui a convergé d'entreprises et de chefs d'entreprise qui devaient faire face à un coup d'arrêt dans leur activité. Un des plus notoires, on me demandait beaucoup des hôtels à Paris. Donc, comme je l'ai dit en intro, je suis très parisien, donc j'avais fait mes entrées et tout. J'étais allé voir une quinzaine de gérants d'hôtels et j'en avais signé que 2 sur 15. J'étais pas très content et je m'étais pas mal fait envoyer balader parce que Booking est là, parce qu'avec le tourisme, les hôtels sont pleins à 99%. Et bah, quand je suis retourné les voir en leur disant, bah, Ouais. voilà, est-ce que vous pourriez me mettre quelques chambres auprès de ma communauté Corp, Barter? Là, ils étaient plutôt favorables à l'idée et ils m'ont tout de suite dit: «Alors qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on peut acheter?» Enfin, alors que c'était une question où ils étaient même pas arrivés. On était restés sur: «Non, j'ai pas de chambre à te proposer et si j'en avais à te proposer, je voudrais que tu me les payes en monnaie sonnante et trébuchante». Et donc là, quand je suis retourné les voir post-Covid, ils étaient beaucoup plus à l'écoute. Ils nous disaient: «Mais qu'est-ce qu'on peut acheter chez vous sur Corp? Est-ce que vous avez, des baby-foot?» J'ai vu, des billards, de la décoration florale et puis voilà, j'ai aussi eu pas mal de nouvelles entreprises qui ont dans le réseau, type des entreprises multiservices qui font des petits travaux, de la peinture et tout. Ça intéressait les hôteliers et on a eu beaucoup de freelance aussi. Donc ça nous a permis vraiment de grossir Mmh. en masse critique et une des conséquences aussi de cela, c'est que de plus en plus, on fonctionne, ça je suis même pas sûr que je te l'avais expliqué Marc, mais comme aussi un groupe d'achat groupé pour les TPE-PME. Mmh. C'est-à-dire que quand on voit une offre intéressante, type des sièges de bureau ou on l'a fait là pour du chocolat à Noël, bon, comme on sait qu'on a une communauté maintenant assez large, etc., on va voir notre fournisseur de chocolat et on lui dit, bah, on peut t'en prendre pour 30 000 € parce qu'on sait que nous, on a 100 demandes en attente sur du Mmh. chocolat. C'est pas un gros risque pour nous de t'en prendre pour 30 000 €. Ce qui fait que ça lui crédite. Bon, elle nous fait une facture à nous, ça lui crédite 30 000 corps. Donc elle va tout de suite, plutôt que de faire des ventes au fil de l'eau, elle va tout de suite être dans une logique d'utiliser ses corps pour des besoins un peu plus
stratégiques pour des investissements. En l'occurrence, elle ouvre une boutique dans Paris l'année prochaine. Elle me dit à Pâques, ma boutique, il faut qu'elle soit ouverte. Alors j'ai besoin, elle m'a fait toute sa liste de ses besoins, peinture, justement beaucoup de travaux, du street marketing, un nouveau site web, etc. Donc elle était ravie qu'on lui commande nous 30 000 chocolats pour nos membres et qu'elle soit créditée de Corp assez rapidement. Dans notre jargon, on appelle ça du rachat d'actifs. Ça s'apparente pas mal. Je ne sais pas s'il y a des professionnels qui font ça au sein des groupes APM, mais ça s'appelle de l'achat groupé pour les TPE-PME, sur le postulat de quand on achète pour plusieurs, on peut avoir des meilleurs prix, on peut avoir on a plus de considération des fournisseurs. C'est génial. Et du coup, si par exemple, tu es un resto, tu pourrais dire, bah, moi, je mets, je sais pas, je mets pour 10 000 euros de repas et ça marcherait, ça, sur des restaurateurs? Ouais. Si tu as un resto qui est. Je ne vais pas faire le. Non, à Paris et Lyon, là où on a nos écosystèmes qui sont c'est ça, ouais. riches. Ouais. Parce qu'en fait, c'est ça aussi si on d'embarquer un restaurateur et de lui dire inscris-toi et on va t'amener au fil de l'eau 5 clients la première semaine, 8 dans 3 semaines après que ça, il va dire bon, c'est bien, mais au final, quand je fais ma comptabilité corp, ça m'a ramené 3 000 euros au bout de 3 mois, donc c'est peut-être pas non plus la panacée. Donc c'est vrai que nous, si on est assez sûr que son offre est intéressante, on peut lui précommander un certain volume, et comme ça, on en fait bénéficier nos membres, soit en négociant un prix. Pour un resto, il n'y a pas trop lieu de négocier un prix, mais surtout pour avoir de la disponibilité. Là, on l'a fait avec une boîte qui s'appelle Cadeau Resto, qui fait des cartes cadeaux qui dirige un peu les entreprises vers des restos éco-responsables. C'est assez chouette. Ils ont aussi une marque qui s'appelle Eticado. Et donc, ils en ont vendu pas mal. Là. Ils sont inscrits en novembre. Ils ont dû en vendre pour pareil 5-8 000 euros déjà. Je voudrais demander à iPhone Guichard si tu as une question ou ne serait-ce que juste pour te présenter, si tu veux bien. Tu nous entends? On ne se connaît pas, je crois. Allô? Non. Bon. Excusez-moi, on continue. Ouais, du coup, je vous ai fait une présentation très commerciale parce que c'est nous, ce que je vous ai dit, la proposition de valeur de Corp, c'est permettre aux entreprises dans un contexte économique qui n'est pas évident de trouver des nouveaux clients et donc en limitant le fait que, en acceptant les corps et de l'autre côté acheteur, en limitant le fait que les acheteurs aient besoin de recourir à leur trésorerie, on arrive vraiment à aider les entreprises à se développer commercialement et à financer des dépenses courantes ou des projets d'investissement. L'exemple du chocolat avec notre maison de chocolat, où elle va vraiment financer une partie quand même de ses dépenses pour l'ouverture d'un showroom. Et qui plus est, l'année dernière, on avait déjà fait une opération qui avait permis de louer un showroom, un peu test pour 3 semaines, parce que, une fois de plus, effet Covid, certaines boutiques à Paris sont vides. Donc, le bailleur, plutôt que de la laisser vide, il est enclin à prendre à la louer et à recevoir des loyers en corp. Donc, Samuel, au niveau de tes clients, les 1900, c'est plutôt de l'urbain, périurbain, Île-de-France ou c'est très, très varié? C'est plutôt Île-de-France et Rhône-Alpes. Mes associés sont à Lyon. Et donc, à Rhône-Alpes, c'est assez dynamique parce qu'il y a un bel écosystème à la fois avec quelques industriels, pas mal d'artisans, etc., agences de com.
Et nos clients, ils sont quand même pas mal dans les villes, hein, Paris, Lyon, Chambéry, Aix-en-Provence un peu, et en grande banlieue, quoi. Et puis après, on a des clients isolés dans la France, enfin isolés, des freelances qui opèrent depuis Brest ou autre. Mais c'est vrai qu'il y a une concentration pas mal sur Paris et Lyon et les régions Île-de-France et Rhône-Alpes. Ok. Et donc voilà, et donc nous on était ravis de croiser le chemin de Catherine Rabier là, que vous avez rencontrée, qui, qui nous a dit: ah, mais vous savez ce que vous faites là, ce que vous organisez, nous on le fait dans le milieu agricole, quoi. Et donc c'était assez dingue comme rencontre. C'est-à-dire, vous le faites, il dit: bah venez. Donc on est allé les voir dans leur exploitation. On a bu un petit verre de blanc à 6h30 du mat. Et puis après, on a rencontré des agriculteurs qui nous ont expliqué, bah voilà, Étienne, il a son tracteur là-bas, il utilise 2 jours par mois et tout. Le reste du temps, il est dans son garage. Donc, il le prête à Francis. Francis, il a de l'engrais qui ne l'intéresse pas. Donc, soit il le balance, mais ça lui coûte de le sortir, etc. Donc, il peut le proposer à Paul et ainsi de suite. Et donc, quand Catherine nous a dit, on dit: ouais, alors ok, mais alors ça va nécessiter pour eux de faire des factures et tout. Elle dit: non, non, il y a ce système, le fameux article là, qui fait qu'il n'y a pas nécessairement de. Enfin, il faut les déclarer, mais ça se rajoute pas comme une étape dans la partie facturation. Là, ça nous a paru assez chouette parce que nous, on avait peur qu'elle nous dise: non, non, il y a zéro trace. Elle me disait: bah, à l'époque, il marquait ça de façon scripturale, c'est-à-dire qu'il y avait un espèce de registre de l'entraide et il y avait marqué le camion de Francis 2 heures le lundi, les engrais envoyés à Paul, et il marquait tout ça sur un bout de papier. Et on a dit: bah ouais, hein, on est en 2020, enfin à l'époque c'était 2017. On dit: bah on va faire une petite plateforme web. Et ça va surtout permettre d'ouvrir le champ des possibles, puisque si chaque exploitant agricole scrupuleusement met en ligne ses offres et les tags, la notion de tag, c'est de te dire c'est le secteur fenaison, machine agricole, voilà. Et après, avec un descriptif, une image, ça nous permet de faire tourner le même algorithme de matching et aussi ils définissent donc leur offre, l'accessibilité de leur offre, donc la saison sur laquelle leur offre est accessible, la géolocalisation de cette offre, et après leurs besoins, pareil, ils le déterminent, saison, temps, géolocalisation. Et donc ça a généré du matching, des mises en relation potentielles qui n'auraient pas pu se réaliser sans l'outil digital. Et moi, ma croyance, en start-upper que je suis, c'est que la plus grosse puissance du web, hein, il y a beaucoup d'applis, beaucoup de choses qui sortent, mais c'est cette faculté à fédérer une communauté pour créer un nouveau usage. Donc, c'est vraiment les startups type Blablacar, de dire jusque-là, tout le monde roulait tout seul dans son véhicule. Ce qui a rendu possible le covoiturage, pardon, c'est la capacité à agréger, à fédérer une communauté. C'est pour ça aussi que je parlais beaucoup, dans notre cas, de masse critique. C'est que par contre, tant que vous n'avez pas la communauté, c'est compliqué de vrai. Parce que pour développer une communauté, il faut la choyer, il faut la mettre dans un cadre où toutes les conditions de succès sont là. Et comme je vous disais, nous, notre proposition de valeur, elle est assez forte. C'est-à-dire, on vous ouvre un nouveau canal de vente, on vous permet de financer des dépenses en achetant auprès des membres du réseau. Et pour ça, il faut que la communauté existe. Et donc ça a été notre gros challenge. Pareil pour Catherine, où elle ne vous l'a pas trop dit, mais elle a aussi ouvert des communautés un peu de test, pilote avec les CUMA, avec certains partenaires, une grosse coopérative de céréales et tout. Et que ce n'était pas forcément toujours facile parce que c'est intéressant de s'appuyer déjà sur une grappe d'entreprise, mais après, il faut aussi animer le réseau, c'est-à-dire assurer le côté facilitateur, le côté mise en lien entre les entreprises et la communauté.
Et moi, j'ai une question très pratique. J'imagine qu'une façon, quand on ne te connaît pas, on n'est pas encore rentré dans le truc, c'est de dire, bon, ben, j'y vais parce que je sais que j'ai ce besoin. Et donc, à minima, au lieu de le payer cash, bon, ben, je trouverai. Et du coup, il me semble que j'aurais envie de savoir, est-ce que je vais trouver, je prends un exemple, hein, j'ai besoin de, je sais pas quoi, moi, une salle pour un événement, machin. Donc, je voudrais d'abord, avant de rentrer chez toi, aller voir pour voir si je vais trouver une salle qui va me plaire. Mhm. Et puis toi, j'imagine que c'est pareil, tu vas te dire, je vais l'accepter que si ce que je vends correspond, je pense, à quelque chose qui… Est-ce que ça se passe comme ça? Très concrètement? Ouais, c'est assez bien vu. Les entreprises sont assez soucieuses de savoir, d'une part, si elles vont trouver les prestations dont elles ont besoin, et d'autre part, de s'assurer qu'elles ont bien une offre qui va rencontrer un marché C'est et qu'elles ça. ne vont pas se retrouver à courir après les corps sans potentiel de vente. Donc ça se fait au moment de l'onboarding, qui est finalement, enfin, pardon, j'utilise beaucoup d'anglicisme. L'accueil sur le réseau, vous avez un animateur qui va discuter avec vous 15-20 minutes pour bien comprendre l'intégralité de vos offres, vous confirmer qu'il y a un potentiel de vente pour 1000, 6000, 10 000 ou 100 000 euros. Et de là, vous permettre de vous rassurer sur le fait que vous puissiez bien réaliser les achats avant de vendre. Ou à contrario, vous dire que pour l'instant, il faut d'abord vendre avant de pouvoir faire des achats. Sachant que, je l'ai évoqué en introduction, le barter, ça fonctionne bien dans les cultures anglo-saxonnes parce qu'ils n'ont pas du tout la peur du crédit. Ils passent leur vie à vivre un peu à crédit. Donc eux, les entreprises sur les réseaux de barter américains, moi j'avais notamment rencontré en Floride, à Tampa Bay, post mon expérience new-yorkaise, un gros dirigeant bien américain, armé de belles bretelles, avec un grand sourire et une grosse Ford, qui m'avait dit, voilà, moi ça fait 15 ans que je fais du barter, j'ai 17 000 entreprises dans toute la Floride qui sont membres de mon réseau, tous s'échangent, etc. Et lui, la facilité qu'il avait et qu'on n'a pas eu nous en France, c'est que les Américains, ils arrivaient sur son réseau de barter, ils regardaient il n'avait pas de site web, lui, il avait un catalogue de produits et de services, un catalogue papier, il me l'avait remis religieusement dans les mains, et les Américains, ils inscrivaient leur entreprise sur Florida Barter, ils ouvraient le magazine papier, ils notaient tout ce dont ils avaient besoin, ils le refermaient, ils l'envoyaient par la poste, et ils recevaient ça, et ils s'endettaient jusqu'à 50 000, 100 000, 100 000 grammes, mais ils avaient acheté des produits sans sortie de trésorerie. Donc, ils trouvaient ça génial. Mais ce qui est en soi vrai. Hein. Et après, ils œuvraient pour faire des ventes et rééquilibrer leur compte. En France, on a eu beaucoup d'inertie au début. Les entreprises ne voulaient pas acheter tant qu'elles n'avaient pas fait de vente. C'est un peu la grosse différence. Et c'est ce qui a mis un peu plus de temps à cranter et à accélérer le volume transactionnel. Et du coup, enfin, je ne veux pas monopoliser la conversation, donc si vous avez d'autres questions, je laisse volontiers. Mais juste pour être concret, moi, par exemple, j'ai un ami qui a un média. Typiquement, classiquement, il y a souvent des invendus. Mais donc, bon, je ne sais pas de quoi il pourrait avoir besoin, mais mettons qu'il ait besoin de, je sais pas, de chaises de bureau, pour reprendre ton exemple. Ou plus, enfin, que ce soit significatif, mettons qu'il y ait l'équivalent de 10% d'un vendu, il se dit, bon, je pourrais les proposer, puisque je sais que structurellement, j'ai 10%. Mais du coup, comment ça se passe? Mettons que, OK, il achète pour ce qu'il a besoin, et après, donc, il a ses stocks invendus. Si demain, qui dit invendu, c'est peut-être un peu moins performant que le reste. Comment ça se passe? Enfin, tu vois, et si c'est au moment, est-ce qu'il a le droit de dire non si le stock il est vendu au moment, enfin, comment ça fonctionne en fait? Non, là, on est dans un cas typique. Les médias, tu peux lui en parler, à mon avis, il connaît déjà ce qu'on D'accord. fait sous le vocable barter ou échange marchandises. OK. L'intérêt des médias, c'est que ça fait partie des peu de secteurs sur lesquels ils ont déjà une connaissance de ce qu'on fait. Nous, on pâtit D'accord. beaucoup d'un manque de connaissances. Enfin, j'ai pas
n'ai pas posé la question là, au début de l'intervention, mais qui connaît le barter? Je pense que vous êtes assez peu à connaître. Et sans doute qu'on est des mauvais communicants, qu'on fait mal notre travail, même si on a eu quelques parutions dans les échos sur BFM et tout, mais c'est peu connu et peu usité encore, enfin trop peu à notre goût, du moins. Et pour ton contact qui est média, ouais, lui, il connaîtra sans doute un peu, il a sans doute déjà fait, parce que c'est vachement dans leur ADN que de dire, ah, tiens, bah, cette boîte qui fait de la location de véhicules, elle ne sera jamais annonceur chez moi parce qu'ils me paieront jamais 10 000 euros pour avoir 3 pages de pub. Par contre, je peux l'approcher en lui disant, bah, tiens, moi, je te prends tes véhicules et en D'accord. échange, donc ils font déjà de l'échange bilatéral, c'est assez dans leur ADN. C'est un peu différent, c'est de l'échange bilatéral, one-to-one. Je te prends, Ouais, c'est ça. Ouais. une location de véhicule, je te file de l'espace en échange. Et là, c'est une dimension un peu plus poussée où tu peux lui dire de rejoindre Corp et nous, on va lui amener des clients qui seraient des annonceurs qui ne seraient pas captifs aujourd'hui, qui ne seraient pas venus chez lui, mais qui le feront parce qu'ils ont des corps à utiliser. Et parallèlement, avec ces corps, il a une liberté d'action plus importante puisqu'il peut acheter des choses diverses et variées, quoi. Y compris les médias aujourd'hui, ils ont tous pas mal basculé vers une digitalisation des applis, etc. Donc, ils ont des gros besoins en web. Et nous, on a des gens assez sur le réseau, assez costauds sur la partie tech et web. Et parallèlement, leur besoin essentiel aussi aux médias, c'est événementiel, vin, champagne, cadeaux clients. Ouais. Tout ça. Ouais. Ok. J'ai pas bien compris les éléments de régulation générale du système. Comment ça se passe? Est-ce que jusqu'à quel niveau de crédit on peut être? À quel moment il y a des bouclages? Comment ça se passe? Ouais, c'est une bonne question. Ça, c'est quelque chose qu'on a élaboré au début seul. Enfin, nous, on a fait les choses bien dans l'ordre. On allait voir la CPR, l'AMF, etc. Suite à la publication du rapport ministériel. Je vous mettrai le lien du rapport ministériel. Et ils nous ont dit modestement, vous générez combien de volume d'échange? Donc à l'époque, c'était 300 000 euros. Et ils nous avaient un peu ri au nez en disant, le jour où vous dépassez les 500 millions ou les 800 millions, je ne sais plus ce qu'il avait dit comme montant, mais c'était de cet ordre-là, 600 millions, je crois, de volume transactionnel qui transite par votre plateforme, revenez nous voir. Mais jusque-là, c'est bon, allez-y, faites votre petites affaires et tout. Donc, en vrai, c'est vrai que le régulateur, il est sur des sujets macro et voilà, il s'intéresse aux entreprises qui ont du poids économique, même si nous, on est identifié comme une fintech, qui est une start-up financière qui apporte un nouveau moyen de paiement. Et donc, il y a une écoute quand même assez importante de la CPR et de l'AMF, qui sont deux organismes financiers, sur l'évolution et ce que font les fintechs. Donc, ils nous suivent, on est dans leur radar, mais jusque-là, ils ne sont pas trop intervenus. En revanche, nous, en 2019, on a levé des fonds auprès de la Caisse d'épargne, et eux, ils nous ont bien soumis à la conformité bancaire et ils ont bien épluché toutes les règles de gestion qu'on avait écrites sur un document voilà, au lancement de l'activité. Mais ils ont renforcé certains points, notamment les points clés qui sont le KYC. Donc, KYC, c'est Know Your Customer, c'est qui on fait rentrer sur le réseau, au moment de l'entrée sur le réseau, qu'est-ce qu'on vérifie comme information financière, mais aussi est-ce que le gérant est apte à gérer son entreprise, et aussi en combien de temps les entreprises rééquilibraient leur compte. Et donc nous, on avait laissé un délai de 2 ans et on avait mis dans des règles de gestion. Et donc ça, ils nous ont un peu challengé sur comment on appliquait ces règles de gestion et qu'est-ce qu'on faisait au bout de 2 ans, etc. Donc on a rajouté 2-3 éléments dans nos conditions générales d'utilisation sur la partie un peu sortie des entreprises et tout. Ah, je vous entends pas. Vous avez pas. Et si au bout de 2 ans, il y a un déséquilibre, quel moyen d'action vous avez?
Bah, on peut demander à une entreprise qui est en débiteur, donc qui a un compte débiteur qui a beaucoup acheté, si elle joue pas le jeu et qu'elle fait pas de vente, mais que c'est un peu de son ressort, parce qu'elle n'a pas une offre très attractive ou parce qu'elle reçoit des demandes mais elle ne traite pas, on peut lui demander, on peut annuler les transactions qui ont été faites en corp et lui demander de payer en numéraire les fournisseurs auprès de qui elle avait acheté un site web ou des. Donc en fait, c'est un peu le garde-fou premier, c'est on peut pas on peut pas convertir des corps en numéraire parce que il faut que la balance reste toujours équilibrée. Donc ce qu'on a trouvé, c'est pas parfait, mais c'est quand même le plus efficace, c'est d'annuler un paiement en corp et de le remplacer par un paiement en numéraire. Donc l'entreprise aura un dû sur des prestations dont elle a bénéficié. C'est ce qu'il y a de plus simple, parce qu'au début, on avait essayé de monter un fonds de garantie où chacun, c'était une coopérative et chacun devait participer à un fonds de garantie pour refinancer les débits corp s'il n'y avait pas possibilité de sortie. Mais c'était assez lourd, en fait. Donc ça, c'est plus simple. Ok, d'autres questions? Alain? Oui, Non? bonsoir, Non. c'est Frédéric Guichard. J'avais un problème de micro Ah, ok. et j'ai un problème de caméra aussi. J'ai assisté au dernier webinaire avec vous là sur les COP là, la dernière fois. Donc voilà, je voulais juste me présenter et moi j'ai pas vraiment de questions, c'est très intéressant. Et tu es dans quel domaine? Je suis agriculture biologique et paysagisme. D'accord. Ben, merci. Donc, ouais. Avant votre arrivée, il y avait AgriÉchange qui était donc une rencontre qu'on a fait et qui propose ce même système du corp adapté aux exploitants agricoles. Et ouais, c'était une chouette rencontre et je pense qu'il y a beaucoup d'autres domaines aussi à explorer. On nous avait demandé à un moment donné de faire une plateforme d'échange que pour les métiers de la formation. Ça, c'était intéressant. Et puis nous, on a fait beaucoup de partenariats avec les banques, avec les chambres de commerce, etc. Certains réussis, d'autres un peu poussifs. mais voilà, là, on se concentre beaucoup sur le développement de notre activité, puisqu'on a beaucoup de clients, beaucoup de membres du réseau, et qu'il faut leur servir un service top premium, parce qu'on a vu que le meilleur vecteur de conquête de nouveaux clients, c'était le parrainage. C'est quand une entreprise est ravie du réseau, qu'elle a fait 3 nouvelles ventes en un trimestre et qu'elle a pu s'acheter des prestations qui l'aident vraiment dans son développement. Et donc, qu'elle a une perception de corp comme un réseau et un outil de développement de son entreprise, elle sera en mesure de parrainer certaines entreprises. Et donc ça fonctionne assez bien comme levier d'acquisition. Samuel, est-ce que c'est prévu d'utiliser justement le réseau APM pour faire un développement et une communication? Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux comme réseau pour avoir une accroche. En fait, Benoît, moi je connais Samuel déjà depuis combien de temps? 4-5 ans. Ouais, période Covid, justement. Ouais, avant la période Covid. Et puis en fait, on avait imaginé effectivement que pour l'APM, ça pourrait être une solution en marque blanche, de poser cette plateforme aux adhérents APM. Et puis bon, l'APM, c'est quand même une grande maison, ça met du temps. Donc on ne renonce pas, mais je pense qu'il y a vraiment matière à faire en sorte que l'outil soit proposé aux adhérents, tous les adhérents de l'APM, quoi. Je pense Mais aussi, bon, pour ça, ouais. Mais c'est ce que moi j'avais ressenti quand j'ai rencontré Samuel il y a de ça donc quelques années. Et donc j'en ai parlé, mais bon, pour l'instant, voilà. Faut être patient, je pense. Faut être patient et pas renoncer. Mais si Benoît, tu connais des gens à l'APM qui ont envie d'expérimenter, on peut très bien imaginer quelque chose, hein. Moi, j'ai tout un dossier que Samuel m'a remis.
on peut reprendre des rendez-vous. Enfin, voilà quoi. D'accord. Mais c'est jouable, ouais. Et Samuel, je ne sais pas, tu as quelque chose à rajouter? Non? Juste pour aller dans ce sens, moi j'avais rencontré à la dernière convention là, à Annecy, un club qui parlait en fait du fait qu'ils avaient instauré des échanges entre eux au sein de leur région. Typiquement, tu vois, les salles de réunion, elles sont vides les 3/4 du temps. Donc, si vous voulez venir faire des réunions chez nous, et du coup, en fait, ils avaient mis ça en place dans une optique de sobriété, si tu veux, et du coup, je me dis que peut-être un nouvel angle, enfin nouvelle, entre guillemets, hein, mais une façon d'approcher pour proposer ça, c'est de proposer ça à Denis et au côté, tu sais, à PM3, où en fait, c'est une façon de mieux, c'est le blablacar de l'entreprise, en fait, c'est de mieux utiliser, de moins consommer, et de mieux utiliser les biens. Et la mutualisation. Ouais. Hélène, ce que je peux faire, c'est proposer à Chris, notamment, et à l'équipe APM3E d'avoir un petit entretien avec Samuel, de façon à ce qu'ils puissent voir le potentiel derrière et puis se dire, on l'expérimente au sein de la communauté. Ouais, et auquel cas, notre communauté, on peut s'y associer. Voilà, mais il faudrait trouver une façon d'expérimenter, parce que comme le dit Samuel, en fait, la question qui se pose rapidement, c'est la problématique de la masse critique. Et donc, tant que tu n'as pas un flux suffisant d'offreurs et d'acheteurs, ça va rester balbutiant, quoi. C'est-à-dire, il y aura une… Mais pourquoi pas mettre… tu vois, on n'est pas obligé de faire une communauté APM. Ça pourrait être de dire, dans le cadre de la PM3, on veut mieux utiliser nos ressources et dépenser moins, etc. Et une façon de faire ça, c'est de… Moi, je veux bien, si tu veux, participer au mail et pousser le crayon, parce que je pense que ça… En plus, si tu veux, du point de vue de l'APM, ça peut les intéresser, parce que ça veut dire que tu offres une valeur en plus. Il faudrait quand même trouver un petit truc spécifique pour les membres de l'APM, mais de dire une façon de créer de l'impact au sein de l'APM et de donner de la valeur à cette APM3, ça serait d'avoir une offre spécialement conçue pour ça. À ce moment-là, je pense qu'avec Samuel, on avait imaginé 2-3 possibilités, dont une qui effectivement est de rester dans le réseau corps, tout en identifiant quand même une sorte de sous-communauté qui serait APM. Exactement. Entends-le, hein. Ouais, avec plaisir. Non, moi l'expérience que j'avais aussi, j'étais allé présenter Corp à un groupe à Fontainebleau. Et franchement, j'avais passé une très agréable matinée, mais ça, je crois que c'est le corollaire de tous les groupes APM, parce que c'était enrichissant et sympathique, et il y avait un bon déjeuner aussi après les riches débats. Et nous, ce que j'avais fait dans ma présentation, ce que je n'ai pas fait ce soir, mais je fais souvent, c'est qu'après, on fait un tour de table et chacun présente ce qu'il offre et ce dont il a besoin, ses actifs inutilisés, etc. Et en fait, il y avait 25 personnes et il y avait des choses assez incroyables, en fait, qui émanaient simplement de l'expression de tiens, moi j'aurais ça à proposer. Ah bon, ok, ça a plutôt de la valeur et c'est plutôt bien. Il y en avait un qui avait une boîte qui faisait des pièces, enfin de l'objet publicitaire, etc. Mais il avait une machine pour chauffer les pièces, etc. Ils disent ça, c'est un gros investissement que j'ai fait, c'est une machine qui coûte 400 000 €. Je pourrais la proposer à des entreprises qui peuvent avoir besoin de ce type de machine dans leur production. Donc c'est vrai que, ne serait-ce qu'en faisant un petit panorama rapide des ressources de chacun, ça ouvre un champ des possibles qui est assez intéressant à explorer. Après je pense que du coup, un des bons modus operandi, ce serait aussi de commencer à l'échelle de 3-4 groupes très dynamiques pour après faire un peu boule de neige et proposer à peut-être à plus vaste échelle ou autre. Ok. Ouais, moi, je pense vraiment qu'il ne faut pas attendre une décision
d'en haut. Et il faut par contre travailler l'émergence. Et comme Samuel disait lui-même que le parrainage d'adhérents satisfaits du système Corp, c'est quand même le meilleur booster, il serait intéressant aussi de repérer les APM qui sont déjà dans le réseau de Samuel. Dans la démarche. Ouais. Et donc, entre les deux, je pense qu'il y aurait quelque chose d'intéressant à trouver. Ok. Bien. Bon, bah, super. Bah, en tout cas, j'étais ravi de partager ça avec vous. Je vais essayer d'aller soigner ma vieille grippe, parce que là, j'ai les ganglions bien douloureux. Donc, désolé pour cette voix catastrophique. Tu n'as pas de pharmacien dans tes fournisseurs, alors? Non, tout ce qui est pharmacie santé, c'est un peu trop réglementé, donc on n'a pas. On a des masseurs, ça fait du bien parfois, surtout quand on a présenté son entreprise devant des investisseurs et qu'on est épuisé. J'ai bénéficié d'un massage il y a quelques semaines, payé encore, pour lequel j'avais pas démérité. Mais on n'a pas tout ce qui est réglementé. Trop bien. Bonne soirée. Merci beaucoup. beaucoup. Je vous remercie à tous. Merci à tous. Merci à vous. Bonsoir à tous. À une prochaine. On rebouclera Au revoir, ensemble. Benoît. Au revoir, Alain et Frédéric. Je crois Guichard. Ouais. Bonsoir. Bonsoir à vous.